Chapitre 16. Information. Le code-barre informatique, expliquai-je à Lorraine. Pardon? Ce sont ces petits traits noirs imprimés au dos de tous les articles que l'on achète. Et alors? Alors regardez, dis-je en sortant la boîte de maltais de mon sac. Vous voyez ces petits traits? C'est un code informatique. Je ne comprends toujours pas. Chez Selfridge, ils ont installé une caisse électronique expérimentale. La caissière pose l'article sur un lecteur optique qui communique à la machine enregistreuse le prix du produit. J'ai idée qu'en passant cette boîte sur un lecteur optique, on obtiendrait autre chose que son prix. Quoi par exemple? C'est précisément ce que j'espère découvrir. J'avais d'urgence besoin d'une leçon d'informatique, et pour la première fois de ma vie, je regrettais que l'école fût fermée pour les vacances. Heureusement, il me vint une autre idée. À force d'écrire des articles sur des nouvelles technologies, les journalistes acquièrent des connaissances générales dans de nombreux domaines. Moi, je connaissais un journaliste, Clifford Taylor, celui-là même qui avait interviewé Herbert lors de l'ouverture de son agence et assisté à l'enterrement du faucon. Il travaillait au Fulham Express. Ce fut là que j'entraînai Lorraine, impatient de vérifier mon hypothèse. Personne ne lit le Fulham Express. En revanche, tout le monde le reçoit d'office dans sa boîte aux lettres. Boîte à lettres. Au milieu des tracts publicitaires, des réclames de dépannage rapide et de diverses offres d'abonnement qui servent invariablement à garnir le fond des poubelles. Pourtant, Clifford Taylor n'était pas un mauvais journaliste. Il était à peu près de l'âge d'Herbert, mais plus maigre, le nez chaussé de lunettes, avec un long cou décharné et la peau criblée d'acné. Son article sur Herbert nous avait valu notre première affaire. Le bus nous déposa dans le bas de Fulham Road, le pire coin du quartier, boueux sous la pluie, poussiéreux sous le soleil, déprimant par tous les temps. Les locaux de Fulham Express étaient situés dans l'artère principale, à côté d'une banque, et occupaient une simple pièce rectangulaire en haut d'un escalier, une presse d'imprimerie d'un côté, une photocopieuse de l'autre, deux tables surchargées de coupures de presse au milieu. Grâce au miroir qui tapissait tout un mur, l'endroit aurait pu servir de salle de danse. Clifford Taylor était là, seul, travaillant fiévreusement sur un article qui ne tarderait pas à envelopper les épluchures de pommes de terre d'une ménagère du voisinage. Je toussai pour attirer son attention. Il ne leva même pas la tête. « Clifford Taylor ?»« Oui » acquiesça-t-il en dédaignant enfin me regarder. « Si vous venez pour le coup de... Tu es une quiche. Oui. » Et merci, Ainalala. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. « Oui » acquiesça-t-il en daignant enfin me regarder. « Si vous venez pour le cours de danse, vous arrivez trop tôt. Je libère les lieux à 5 heures seulement. Je m'appelle Nick Diamant, vous vous souvenez de moi ?» Clifford Taylor ôta ses lunettes pour les nettoyer. De larges auréoles de transpiration tachaient sa chemise, et je le soupçonnais d'oublier de se laver régulièrement. « Nick, comment ?»« Diamant, vous avez écrit un article sur mon frère l'année dernière. Il est détective privé. »« Diamant, bien sûr. Comment marchent les affaires, Nick? Les habitants de Fulham ne doivent pas souvent faire appel au service d'un privé et... » Je sais, le coupage en connaissant son fâcheux penchant à parler plus que les gens qui l'interviewaient. « J'ai un petit service à vous demander, mais je ne sais pas si vous pourriez m'aider. »« Ah, dites toujours ?» Il s'agit d'un problème informatique. Vous connaissez quelque chose sur les caisses? Les grosses caisses? Non, les caisses enregistreuses, celles qui utilisent des codes-barres informatiques. Ah, les petits traits noirs, renchérit Lorraine en allumant une cigarette. J'aimerais apprendre comment cela fonctionne. Clifford se lissa les cheveux d'une main. Voyons, les codes-barres, marmonna-t-il en fouillant dans une pile de dossiers. J'ai un papier sur ce sujet. Information technique et commerciale. Une petite minute. Ah, le voilà. Un magasin s'est équipé de ce type de matériel près de la station de métro. Notre reporter a écrit un article sur la question. Quel reporter? Eh bien, moi, avoua-t-il en rougissant. Je suis l'unique journaliste de le Fulham Express, en même temps que l'imprimeur et l'éditeur. Pour résumer, je fais tout. Racontez-moi tout ce que vous connaissez sur ces fameux codes. Clifford s'adossa contre son fauteuil et posa les pieds sur son bureau avant de prendre une profonde inspiration. Les technologies nouvelles se fondent sur la notion essentielle de l'information, sur son stockage et sa transmission. Ainsi, les ordinateurs mémorisent l'information, les satellites la diffusent. Or, cette information n'a plus de forme de mots écrits dans un livre. Loin de là, elle est devenue ce que l'on appelle l'information digitale.
À quoi cela ressemble-t-il? Jusque-là, des petits trous sur une bande informatique perforée. Les disques compacts, par exemple, portent une multitude de trous, trop minuscules pour être visibles à l'œil nu. Le code barre est une autre technique d'information digitale. Simple, non? Tous les produits manufacturés actuels sont munis de ce système. Si vous les observez de près, vous remarquerez un nombre de 13 chiffres sous les petits traits. Le graphisme fournit à l'ordinateur pour ce qu'il doit savoir. Prenons l'exemple de cette boîte, suggérais-je en sortant les maltais de mon sac. Très bien, le code est imprimé au dos, comme vous pouvez le constater. Certains des traits vont révéler le nom du fabricant, d'autres la spécificité du produit, d'autres le poids et le prix. Le vendeur peut même s'en servir pour tenir son stock à jour. Comment l'ordinateur lit-il le code? Grâce à un rayon laser. La caissière passe la boîte sur une sorte de petite fenêtre sous laquelle se trouve un rayon laser de lecture optique ou bien un faisceau de lumière diode. Je la reviens au même. Dans les deux cas, le faisceau intercepte le code barre. Vous saisissez? J'acquiesçais sans en être tout à fait certain. Mais je préférais ne pas l'interrompre car j'avais tiré une leçon essentielle de mes cours de sciences au collège. Il est assez difficile de suivre les explications d'un scientifique, mais lorsqu'il entreprend d'expliquer ses explications, la tâche devient franchement impossible. Mais salut Kazé, comment vas-tu? Parfait, reprit Clifford d'un ton satisfait. Donc le faisceau effleure le code, bien entendu les traits noirs absorbent la lumière, seuls les traits blancs la reflètent. Une seule partie du faisceau de lumière est donc renvoyée quelque part à l'intérieur de la petite fenêtre où se trouve un photodétecteur. Le photodétecteur est un petit instrument très élaboré qui produit une impulsion électrique à chaque réflexion de lumière. Vous me suivez toujours? Quand vous glissez le code sur la fenêtre, le faisceau lumineux touche les traits dont les blancs réfléchissent la lumière sur le photodétecteur, qui émet à son tour un signal. Ce signal est l'information digitale transmise à l'ordinateur. C'est un peu le système du Morse. Et voilà comment l'ordinateur enregistre tous les renseignements concernant le produit. Le journaliste s'interrompit, le regard triomphant, et éternua. Lorraine lui prit les maltais des mains pour examiner de près le code barre. Peut-on utiliser le code barre comme une clé, par exemple? Non, peut-on utiliser le code barre comme une clé, par exemple? Demandai-je en me rappelant les paroles du gros. Absolument! S'exclama Clifford d'un air réjoui. En réalité, c'est une clé. Mais cette clé peut-elle ouvrir une porte, par exemple? Cela dépend du programme de votre ordinateur, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez ouvrir une porte, jouer aux envahisseurs, faire le thé, etc. À présent, tout concordait. Une clé, un code, seulement connu du faucon, un coffre. Les mots griffonnés par le nain dans son paquet de cigarettes correspondaient très exactement à ceux employés par le journaliste pendant son exposé. Jusqu'alors, j'avais pensé que l'énigme résidait dans les chocolats eux-mêmes, et j'aurais dû me douter plus tôt de mon erreur. Le jour où il avait acheté une enveloppe pour y glisser sa boîte, Johnny Apple s'était procuré autre chose, une paire de ciseaux. Dans quel but? Pour découper le code, bien entendu. C'était tout ce dont il avait besoin. Il lui suffisait ensuite de l'introduire dans quelque chose. Oui, mais quoi? J'espère vous avoir été utile, dit le journaliste avec un sourire. Plus que vous ne le pensez. Une histoire intéressante? Excellente. Un maître du crime, une bande de truands, une fortune en diamants. Trop excitant pour le Flam Express, soupira Clifford. En revanche, ne ratez pas mon prochain numéro. J'ai écrit un article fracassant sur l'efficacité des sens interdits à Chelsea. Je brûle d'impatience de le lire, lui assurai-je. Nous le quittâmes après l'avoir chaudement remercié. Ce fut seulement en arrivant en bas de l'escalier que Lorraine poussa un cri en portant la main à sa bouche. Zut, j'ai oublié les maltais en haut. Je remonte les chercher. Attends-moi ici, mon chou. Dépêchez-vous. Je sortis attendre sur le trottoir et elle me rejoignit un instant plus tard. Je dois perdre la tête, s'exclama-t-elle. J'oubliai aussitôt cet incident. Erreur fatale. Nous étions très proches de chez moi et je décidai d'y faire un saut pour récupérer quelques vêtements propres avant de retourner chez Lorraine. Comme il était plus pratique pour elle de prendre directement le métro, je la laissai à la station. Elle s'arrêta un instant en haut des marches, un peu hésitante. « Nick ?» ?»« Oui ?»« Ce que je t'ai dit hier soir. »« Je veux que tu saches que je le pensais sincèrement. Tu es un gentil garçon, tu mérites ce qui existe de meilleur. » Je la regardais avec un petit rire gêné. « Que se passe-t-il, Lorraine? J'en ai juste pour 1 heure et vous parlez comme si nous ne devions jamais vous revoir. »« Tu as raison, je suis idiote. » Et elle s'engouffra dans la station de métro. Je remontais tranquillement Fulham Road à pied. Il faisait une belle journée froide mais ensoleillée. Je dépassais le cimetière de Brompton sans y prêter attention. Je réfléchissais. Désormais, bien des points obscurs s'éclaircissaient. La raison d'être des Maltais notamment, et pourquoi tout le monde les recherchait. Restait pourtant une énigme. Si le code était une clé, où se trouvait la serrure?
Une autre question m'intriguait. Qui avait tué Johnny Naples? Je pariais pour le gros. S'ils avaient été coupables, Goth et Himmel se seraient fait une joie de me l'avouer quand ils me retenaient prisonnier, tout comme ils m'avaient avoué le meurtre de Laurence sans l'ombre d'un remords. Cependant, j'imaginais mal le gros se salir les mains de cette façon. Cela ne correspondait pas à son style, mais si ce n'était pas lui qui avait tué Johnny, qui? Je tâtais mon sac, rassuré par la présence des Maltais. Pour l'instant, ils étaient en sécurité et cela seul comptait. J'arrivais chez moi vers 3 heures et m'y faufilais le plus discrètement possible. Je n'avais pas l'intention de m'attarder, juste le temps de prendre une chemise et des chaussettes de rechange. La porte du bureau était ouverte, j'entrai. 4 malabars m'attendaient. Celui qui se cachait derrière la porte la referma d'un coup de pied et me barra la sortie. Les 4 brutes portaient les costumes extra larges, car c'étaient des brutes extra larges. Au cas où l'homme aurait descendu du singe, je soupçonnais ces 4-là de n'avoir guère évolué. Ils étaient grands, larges, athlétiques, avec des regards obtus, des lèvres minces, et mastiquaient leur chewing-gum en cadence. « C'est toi, Nick Diamant ?» questionna l'un d'eux. « Moi non, pas du tout, je suis le garçon livreur. »« Et que viens-tu livrer ?» Il me fallait réfléchir vite, sous peine de ne plus jamais pouvoir réfléchir. « Un télégramme chanté !» m'exclamai-je. « Bon anniversaire, mes vœux les plus... » Le reste de la chanson se coinça au fond de ma gorge. Mes visiteurs n'avaient pas du tout l'air convaincus. « Un télégramme chanté, hein ?»« Oh, je vous en prie, donnez-moi encore une chance de... Tu chantes faux. » Il éclata de rire, un rire plus effrayant que ceux qui résonnent dans les trains fantômes. « Vous faites erreur, me défendis-je. Je ne suis pas celui que vous cherchez. » Mes dénégations ne les empêchèrent nullement d'avancer sur moi. Le premier à m'atteindre fut l'homme qui bloquait la porte. Il m'agrippa par les épaules et me souleva de terre. « Y a pas d'erreur, mon mignon. Suis-nous, le gros veut te voir. »